mardi partout en République démocratique du Congo. Nous allons parler de questions tellement très importantes dans cette émission. C'est vrai qu'il 9 milliards de dollars américains, le budget déposé par Sylvestre Ilunga Ilunkamba pour l'exercice 2021. Une question se pose, est-ce que c'est un budget réaliste? Et aussi, nous allons justement parcourir des questions économiques de la République démocratique du Congo. Nous avons déjà un invité sur ce plateau. Il s'agit de Ben Diabola. Il est économiste, estiariste et en même temps entrepreneur congolais à qui j'ai dit bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Comme vous connaissez très bien, on appelle ça face à la rédaction. Je ne serai pas seul, accompagné d'un confrère, Fallon Bassakissa, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Félix et Tchamala, j'en profite aussi pour vous dire que non, joyeux anniversaire, Amen Télévision vient de tout à 20 ans. C'est la toute première émission face à la rédaction après 20 ans. Merci beaucoup. Ok, la première avec 20 ans d'âge d'Aman Télévision. Mais avant d'entrer en vif de notre sujet, surtout de 6,9 milliards qu'a déposé le Premier ministre chez Janine Mabunda, c'était bien le vendredi. Alors, allons-y dans cet élément que vous propose la rédaction d'Aman Télévision pour avoir plus de détails. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a déposé ce vendredi au bureau de l'Assemblée nationale les projets de budget de l'exercice 2021. Cette prévision, selon le Premier ministre, est en équilibre entre recettes et dépenses et s'analyse en termes de 6,9 milliards de dollars américains. Sa configuration se présente de la façon suivante. Il est présenté, comme l'exige la loi, en équilibre recettes et dépenses, et il s'analyse en termes de 6,9 milliards de dollars américains. C'est une régression par rapport au budget 2021 de 23,2. Donc c'est un budget réaliste qui présente une progression par rapport au projet de budget rectifié qui a été présenté ici par le vice-premier ministre, ministre du budget. Et donc, nous avons pu, en discussion avec les partenaires financiers, notamment le Fonds monétaire international avec qui nous sommes en programme, nous avons présenté un budget réaliste et nous nous engagerons, une fois voté, à ce que nous puissions le réaliser conformément à la loi qui sera promulguée. À tout cela, nous avons depuis, si vous suivez les comptes rendus du gouvernement, toutes les 2 semaines, il y a le vice-premier ministre, ministre du budget, présente au niveau du Conseil des ministres les efforts déployés par le gouvernement pour la mobilisation de recettes. Et dans ces efforts, il y a la lutte contre la corruption. Ilunga Ilunkamba affirme avoir toutes les 2 semaines un rapport présenté par le vice-premier ministre, ministre du budget au niveau du Conseil des ministres pour les efforts déployés par le gouvernement au niveau de la mobilisation des recettes. Et parmi ces efforts, il y a lutte contre la corruption. Alors, Chabola, nous revenons avec vous sur ce plateau. Le gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a déposé 6,9 milliards de dollars américains pour l'exercice budgétaire 2021. L'année passée, nous avons vu le même gouvernement ayant déposé au moins 10 milliards de dollars pour un budget tout à fait. Mais une question se repose, parce que nous venons de suivre le Premier ministre Sylvestre Ilunga qui confirme que c'est un budget réaliste. Effectivement, avant toute chose, vous me permettez de vous souhaiter aussi les fêtes de 20 ans d'exercice de Amen TV. Merci. Pour revenir à votre question, il est vrai que le Premier ministre a déposé un projet de budget pour l'exercice 2021, donc 2021, de l'ordre de 6,9 milliards. Bon, à l'entendre lui-même, il dit que c'est en progression par rapport à l'année passée, mais en régression par rapport au budget qui a été proposé, au fait. Comme il a dit, selon la croissance projetée de l'année passée, nous étions à 4,4% de croissance économique. Mais compte tenu de tous les problèmes qu'on a connus, les problèmes sanitaires, on a projeté à moins 1,2%
30% de régression. Ce qui fait que cette régression a eu l'impact direct sur le projet de budget 2021. Alors, on parlait d'un budget au moins qui était en régression, progression, parce que avec le 9 milliards de dollars, beaucoup de Congolais se posent la question, beaucoup penseront qu'il y a déjà une baisse, parce que l'année passée c'était 10 milliards. Qu'est-ce qui ferait qu'on puisse avoir un budget au moins inférieur à ce qu'on a eu l'année passée? Il y a des facteurs internes, tout comme aussi les facteurs externes. Parlons des facteurs internes. J'ai souligné, stigmatisé un problème que nous connaissons tous, le problème de Covid. La Covid a laminé pratiquement ou mis à l'arrêt l'économie mondiale. Comme nos partenaires chinois et japonais qui consomment nos produits, vous savez très bien que notre économie est extravertie, c'est-à-dire que nous produisons ce que nous produisons, nous ne le consommons pas. Nous vendons ça à l'extérieur. Et ce que nous consommons, nous importons ça. Cet axe-là fait déjà un problème. Parce que tout ce que nous avons produit, on ne savait pas vendre ça. Si on ne vend pas, donc il n'y a pas de revenus. Donc le premier facteur le plus caractérisé, c'était le problème sanitaire, donc avec Covid-19, qui a pratiquement laminé les activités et puis ça. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui n'ont pas permis au gouvernement de revenir le moins possible. C'est aussi, je parlais des 3 axes, c'est-à-dire il y a d'abord le leadership, le problème du leadership aussi, un leadership conscient, c'est-à-dire des responsables qui peuvent se dire que nous avons des objectifs à atteindre par les responsabilités de l'entité qu'on a mis à leur disposition, donc les entreprises. Donc être conscient de réaliser les objectifs pour lesquels on les a donné ces responsabilités-là. Donc un leadership conscient. J'appelle ça un leadership conscient parce qu'il y a beaucoup d'autres, quand on le met là-bas, ils pensent que confond leur poche et les caisses de l'État ou les caisses de l'entreprise. Il y a aussi ceux-là qui pensent que si on le met là-bas, c'est d'abord pour sa famille, pour lui-même, pour sa famille, ses proches. Pourtant, le bien qui doit être produit par cette entreprise ou par cette entité doit être partagé pour tout le monde. Donc, c'est pour des causes nationales. Alors, il y a un problème de leadership. Le deuxième problème, c'est le problème de la corruption. Je viens de suivre tout à l'heure le Premier ministre souligner le fait de la lutte contre la corruption. La corruption tue notre économie et c'est à tous les échelles. Alors, si déjà à ce niveau-là, le gouvernement n'arrive pas à recouvrir ses moyens à cause de la corruption, donc il serait difficile de projeter un budget conséquent par rapport à l'année qui vient de passer. Il y a aussi le problème de corruption. Le problème externe, j'ai parlé de l'importation. Donc, notre consommateur, qui est la Chine, était aux arrêts, donc on ne savait pas réellement vendre pour faire entrer les devises. Voilà un peu quelques facteurs qui ont fait que le gouvernement n'arrive pas à couvrir suffisamment le moyen de sa politique pour réaliser ses ambitions. Je ne voulais pas souligner le problème politique, mais c'est un problème réel. Le désordre politique que nous avons connu n'a pas permis aussi le gouvernement d'être à la hauteur de réaliser sa propre politique. Donc il y a cette crise-là. Et puis, il y a aussi la guerre. On ne peut pas oublier aussi que la guerre nous prend beaucoup de moyens. Donc, on ne sait pas vraiment. Dans les provinces où il y a la guerre, on ne sait pas recouvrir les recettes de l'État. Par conséquent, on ne sait pas mettre la politique du gouvernement en place. Voilà quelques facteurs qui ont fait que le gouvernement n'arrive pas à réaliser un budget conséquent. Alors, le gouvernement n'arrive pas à réaliser un budget conséquent. Vous avez au moins évoqué la guerre réelle politique,
que quand nous sommes en train de faire, de prendre tout de l'extérieur, ce que nous-mêmes nous produisons, on les consomme par les étrangers. Une question se pose. Aujourd'hui, on nous a toujours fait voir un budget chiffré à 10 milliards, un budget chiffré en civres qui est 9 milliards. Mais deux fois, ce budget n'arrive pas à être exécuté dans sa globalité. Qu'est-ce qui ferait que ce budget puisse être déclaré? Parce qu'avant de le faire, de le présenter devant la Chambre basse du Parlement, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà une étude qui a été faite par le ministère du Budget avec celui de l'économie en collaboration avec tout le gouvernement. Mais qu'est-ce qui fait qu'en mode de réalisation, on n'arrive pas à sentir l'exécution? J'ai l'impression que quand le Premier ministre parlait de budget réaliste, il a évoqué le fait que c'est équilibré en recettes et en dépenses. Recouvrir les recettes, c'est déjà un problème. Mais aussi, l'affectation des dépenses aussi pose des problèmes très sérieux. Vous avez suivi aussi, il a souligné qu'il a travaillé ce budget-là. On l'a réduit avec des partenaires traditionnels, FMI, Banque mondiale. Pourquoi ils l'ont réduit? C'est parce que les partenaires leur ont dit que non, vous ne pouvez pas être démagogue. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas promettre à la population des choses que vous n'allez pas réaliser. C'est comme ça que la FMI leur a dit que non, réduisez d'abord les dépenses de l'État. Parce que c'est l'État, en fait, c'est les dépenses de l'État qui perturbent. Effectivement. Si nous avons déjà, si vous savez, ça va vous étonner, déjà 70% du budget de l'année passée a été consommé dans le fonctionnement de l'État seulement. Mais si vous mettez tout le moyen que vous avez dans les dépenses de consommation finale, alors là, vous ne pouvez pas espérer projeter les ambitions dont vous avez. Par conséquent, il n'y aura pas de développement. Donc, l'affectation de recettes de l'État, des contribuables, doit être rationnelle aussi. Il faudrait éjecter l'argent dans les secteurs qui peuvent produire et amener le développement. L'agriculture, effectivement. Donc, nos partenaires, dès lors que vous entendez que nous sommes en programme avec FMI, ce que FMI nous demande dans un premier temps, c'est de réduire les dépenses de l'État. Si vous comprimez les dépenses de l'État et que vous le contrôlez, vous pouvez contrôler les particuliers. Parce que les particuliers sont rationnels. Les entreprises privées ne dépensent pas n'importe comment, ils dépensent rationnellement. Mais si vous prenez l'argent, vous dépensez ça vous mettez dans les dépenses de l'État, on ne peut pas espérer grand-chose en termes de progression, de croissance, en termes de développement. Alors, de poser une question en ce qui concerne seulement le budget de 2021. On essaiera aussi de tracer aussi l'ancien budget. Merci Félix Chamala de m'avoir accordé la parole. Je reviens à vous, monsieur Chabola. Vous êtes économiste et comme Félix est venu de vous présenter. Je voulais faire une récapitulation par rapport à l'exercice du budget 2021. On a suivi Sylvestre Ilunga Ilukamba a dit que c'est un budget réaliste. Une question de curiosité en tant qu'économiste. Quelle différence faites-vous entre budget réaliste et conséquent? En fait, un budget réaliste, c'est en termes clairs et faciles à comprendre. C'est-à-dire que vous êtes un père de famille, vous dites à vos enfants que nous allons fêter l'anniversaire des enfants. Vous dites que nous aurons besoin de $100. Ce $100-là viendra de la tante, viendra des grands frères ou bien de telle contribution. Donc vous êtes en dépenses, donc en recettes, qui est équilibré en dépenses. Donc vous êtes réaliste par rapport à vos promesses. Donc vous promettez ce que vous pouvez réaliser. Autrement, si vous promettez 3 repas par jour aux enfants, pendant que vous réalisez 2 ou 1 seul, donc vous n'êtes pas réaliste par rapport à ça. En fait, ce qu'il voulait dire par là, c'est-à-dire que en recette, les moyens qu'ils vont recouvrer peuvent leur permettre de réaliser ce dont ils ont promis en dépenses. C'est un peu réaliste. Mais conséquent, c'est-à-dire quoi? Nous sommes un pays, un grand pays, avec des grandes ambitions.
Le président de la République, quand il a été, lors de son investiture, a promis, il a dit que c'est l'année de l'action, nous devons voir les choses autrement par rapport aux années antérieures. C'est-à-dire que nous avons des ambitions, nous sommes un grand pays. Avec 6 milliards ou 7 milliards, ce n'est pas conséquent par rapport aux ambitions. Nous voulons développer les infrastructures. Les infrastructures demandent beaucoup de moyens. Vous avez suivi dernièrement, avec cette histoire des sauts de moutons, déjà pour 4 ou 5 sauts de moutons à Kinshasa, nous étions pratiquement des millions qui n'ont rien produit pratiquement. Donc nous avons besoin de moyens pour reconstruire le pays en infrastructure, pour développer le secteur agricole, afin que nous puissions avoir faire face à nos besoins primaires au lieu de les importer. Il y a aussi le problème de la sécurité. L'État congolais a besoin de moyens pour réformer le secteur de la sécurité. Et ça demande beaucoup de moyens. Et tout ce que nous avons comme problème avec nos voisins, en tout cas avec un budget de 7 milliards de dollars, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut lutter et développer notre pays. C'est pratiquement irréaliste. Pourquoi? Non, ce n'est pas conséquent. C'est réaliste par rapport aux recettes, à son équilibre. à l'équilibre. Voilà. Mais par rapport aux ambitions, ce n'est pas vraiment conséquent parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'impact. On ne peut pas espérer grand-chose avec ce budget-là. Parce que, dans un premier temps, dans le secteur de réforme de sécurité, ça nous demande beaucoup de moyens pour sécuriser notre pays. Si nous voulons la paix, nous devons nous préparer. Et préparer, ça demande le moyen. Intervient, qui demande encore beaucoup de moyens. Avec 7 milliards, avec la gratuité, les réhabilitations des écoles. Je voulais parler de ce secteur-là. Allez-y. L'année passée, il y a la FMI qui nous est venue en aide alors de 230 ou 230 millions dans ce secteur-là. Mais cette année, vous avez remarqué vous-même que les enfants ne sont pas rentrés parce qu'on n'a pas le moyen pour payer les professeurs. Donc, dans ce secteur-là, ça pose problème parce que nous n'avons pas ce moyen et ça ne développe pas le pays. Ça ne développe pas sans instruction. On ne sait pas ce que deviendra le pays demain. Pourtant, c'est la loi. C'est la loi, c'est la Constitution qui demande la gratuité des scolarisations de première à sixième primaire. Mais on ne sait pas réaliser cela parce que les moyens ne sont pas là. Lié à votre discours inaugural, vous avez évoqué 3 facteurs qui font en sorte que les budgets de la République démocratique du Congo ne soient pas vraiment conséquents. Vous avez estimé leadership conscient, la corruption, ainsi de suite, pour ne citer que cela. Vous, en tant qu'économiste, s'il faut parler en termes de chiffres, la RDC pourrait avoir le budget de combien pour pouvoir résoudre aux attentes de la population? Déjà, nous étions, en 2018, nous étions à 11 milliards, avec une population à peu près de 80 millions, on le dit. 11 milliards avec Tchibala comme Premier ministre. Avec une population de 80 milliards. Mais aujourd'hui, 80 millions plutôt. Mais aujourd'hui, nous sommes à 5 milliards pendant que la population a augmenté. Donc, le revenu a baissé, mais la population a augmenté. C'est un peu contradictoire. Donc, à cela, déjà, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Ce que l'État doit faire en termes de solutions, comme tu viens de me demander, je pense qu'il faut... Je reviens au problème de leadership. Parce que le problème de leadership un leadership conscient permet à conscientiser au fait les contribuables congolais. Aussi, les contribuables congolais n'ont pas cette culture-là d'impôt. Et il faudrait peut-être conscientiser la population, conscientiser les contribuables pour permettre à élargir l'assiette de l'État. C'est-à-dire quitter du secteur informel au secteur formel. Je donne l'exemple simple. Si nous devons reformer, travailler sur le secteur de transport, par exemple, avec les WEWA. Le WEWA circule ici, ça devient un phénomène incontournable.
Mais ces gens-là ne payent pas l'impôt, ne contribuent pas, mais ils roulent sur la chaussée de l'État, ils provoquent parfois des accidents. Donc c'est un secteur qui peut, aujourd'hui, s'il est structuré, on peut le formaliser d'une manière à ce qu'ils commencent à payer leurs taxes, ne serait-ce cela. C'est-à-dire élargir l'assiette de l'État en transformant les secteurs informels en secteurs formels. Des cambistes, des wewa, les mamans maraîchères, et tous ces... Si nous les organisons, l'État peut élargir. Mais aussi, il faut déjà freiner le coulage des moyens déjà traditionnels. Le peu de moyens que nous avons, il fallait peut-être les canaliser dans le trésor public. Parce que déjà, ce que vous pouvez espérer, vous le faites couler par la corruption et tout ça. Mais il faut commencer par boucher d'abord ces trous-là. Si on bouche, on fait la lutte contre la corruption. On met une politique solide en place pour lutter contre la corruption. Ça peut permettre d'abord de sauvegarder les peu que nous avons déjà, les canaliser dans le secteur, au trésor public, et ça permet à l'État de récupérer le moyen. Et ça permet à l'État de récupérer le moyen, justement, on dit qu'Idoué Kamba prouve que réaliste, peut-être pas dans l'exécution, avec toutes ces questions ou bien tous ces paramètres que vous venez de relever. On a un problème de la gratuité, la sécurité qui veut beaucoup de l'argent. Je pense, nous allons toujours entamer cette série de questions, mais parlons au moins de l'entrepreneuriat. Vous êtes un entrepreneur congolais. Justement, une question se pose. Quel est votre apport des entrepreneurs congolais dans l'économie congolaise? Parce que souvent, beaucoup diront que vous bénéficiez du Congo, mais vous n'apportez rien aux Congolais. Quel est le rôle de l'État et quel est le rôle de l'entreprise privée? L'État assainit le milieu, l'environnement, il met les infrastructures en place pour permettre aux privés de bien entreprendre leur activité. Il est vrai que c'est l'État qui a dépensé, par le principe, d'ailleurs, le principe d'unicité du budget. Les entreprises qui bénéficient, les entreprises qui œuvrent dans l'environnement sain que l'État a mis à leur disposition ont le devoir, chaque année, dans ce qu'ils gagnent, l'État dit que dans ce que tu as gagné, tu as réalisé comme bénéfice à la fin de l'année, tu dois remettre 35% à l'État pour lui permettre de renouveler et d'améliorer davantage le milieu qui te permet de travailler. C'est à ce niveau-là que la corruption se passe, au fait. Oui. Est-ce que le contribuable lui-même, il est conscient, l'entrepreneur lui-même, qui est contribuable dans ce cas ici, est-ce qu'il est conscient qu'il faut payer les 35%? Donc, à ce niveau-là, déjà, ça pose problème, parce que le contribuable n'est pas conscient. Il n'a pas cette culture d'impôt. Il ne paye pas, déjà. Et de l'autre côté, parce qu'il est déjà en porte-faux par rapport à la fiscalité, et il négocie avec tous ces gens-là, tous ces leaders dont je parle ici, inconscients, pour leur permettre de garder leur situation. Qui se poserait, qu'est-ce qui ferait que ces gens puissent manquer la sincérité? Parce que vous parlez justement que le 35% pour payer l'impôt, et il y a une route de choses qui s'effectuent. Ça signifie qu'entre l'entrepreneur, il n'y a pas une sincérité. De l'autre côté, peut-être à ceux qui récoltent l'impôt. Parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, vous veniez justement de soulever l'exemple de Ouéouan qui circule, sans toutefois payer les impôts. Cette habitude, c'est au moins impliqué dans les têtes de beaucoup de Congolais. Est-ce que la faute revient aux dirigeants qui peut-être n'arrivent pas à inculquer cette idée-là de payer les impôts, ou ce sont les Congolais eux-mêmes qui se trouvent déjà que non, c'est dans notre pays, on ne peut pas le faire? Parce que je me rappelle même les autres que, même dans le débat, vous les suivez, on a eu un peu, que ce soit chez le professeur, retiré 15% pour les impôts. Il y a les autres qui se sont enflammés et que c'est juste une souffrance qu'on les impose. Il y a un principe marketing qui dit qu'un client laissé à lui-même n'achète pas. Par conséquent aussi, un contribuable laissé à lui-même ne paye pas l'impôt.
la DGI, puisque c'est de cela qu'on parle, qui est l'entité qui a l'attribution de récolte, doit sensibiliser les contribuables d'abord. Il a la prérogative contraignante, voire même, pour récolter l'impôt de l'État par le moyen que l'État lui donne. Il peut même réquisitionner la force pour permettre à ce que les contribuables véreux puissent payer l'impôt. C'est-à-dire au niveau déjà des leadership, c'est pour ça que je parlais de leadership conscient. Au niveau déjà des leaderships, il faudrait que l'information puisse circuler, qu'il y ait une vulgarisation de la loi fiscale et stimuler ces gens-là à payer. Parce que trop d'impôts tue aussi l'impôt. Si, au niveau de la DGI déjà, on permet à ce que les petites et moyennes entreprises puissent payer conséquemment par rapport à leurs moyens, je crois qu'on peut le pousser à payer, que les faire de fortes taxations qui les asphyxient et qui n'arrivent pas à s'en sortir, et vous le mettez devant leurs responsabilités, ils ne vont pas réaliser tout cela. Donc, d'une part, il y a aussi les responsables qui ont cette entité en gestion, doivent mettre le moyen de leur politique pour inciter les pauvres contribuables à exercer ou bien à réaliser au fait leur devoir civique, donc de payer l'impôt. Il y a ceux-là qui sont conscients, il y a ceux-là qui sont même non seulement conscients, mais ils sont ignorants qu'il faudrait payer l'impôt. Effectivement. Avant de passer la parole à Fadon Bassakissa, on parle de l'entrepreneuriat, et surtout des entrepreneurs congolais. On le voit souvent pleurnicher à la télé. Les autres accusent le gouvernement de ne plus le soutenir. Les autres appelleraient même qu'on puisse créer une banque de crédit qui puisse leur permettre d'aller prendre quelque chose, à investir. Beaucoup de questions se posent. Il y a cette façon de faire des choses. Les autres disent que le gouvernement n'arrive pas à les intéresser. Pourquoi? Parce que nous pouvons voir deux marchés. Aujourd'hui, c'est une construction de maison, on l'a vu avec Diaman, avec le songe du chef de l'État. Beaucoup ont regretté en disant, nous sommes ici des entrepreneurs congolais qui peuvent encore fabriquer de maisons de bonne qualité. Mais pourquoi le gouvernement nous fuit pour aller chercher des expatriés, des gens qui ne sont pas de foi peut-être sincères? Une question se pose. Est-ce que cela manque de la sincérité ou bien le gouvernement ne voulait pas collaborer avec les Congolais? Avec ce qui s'est passé, je voulais vraiment épingler ce sujet-là parce que ce qui s'est passé avec le programme de 100 jours, il faut l'admettre que c'était un trésor de nos responsables sont arrivés à ce point-là parce que ça c'est irrationnel. Et puis, ce cadre-là n'est même pas une référence. Mais en réalité, les entreprises, il y a des entreprises sérieuses. Il y a assez d'encadrement de l'État certain. Jeune homme qui vient de terminer ses études à l'université à un projet, il ne sait pas à quelle porte il frappe pour qu'il puisse avoir le moyen. C'est ça le problème. Donc, il n'y a pas de banque qui accompagne les petits moyens. Les conditionnalités sont tellement trop difficiles à supporter. Difficiles à réaliser que ça ne permet pas aux jeunes gens qui ont le projet de réaliser toute étude de leur projet. Cet accompagnement-là, c'est le rôle en fait, du gouvernement, c'est le rôle de l'État. L'État doit accompagner les petites et moyennes entreprises pour espérer escompter les résultats qu'il attend d'eux. Parce que vous ne pouvez pas espérer gagner. Espérer chaque fin de l'année avoir 35% sur les bénéfices. Si vous ne permettez pas à ce genre-là, vous ne le mettez pas dans les conditions qu'il faut et vous ne les accompagnez pas dans leur exercice.
Voilà, un peu d'une manière générale. C'est-à-dire que les entrepreneurs sont là. Les projets sont là, mais le cadre dans lequel les petites et moyennes entreprises évoluent au Congo ne leur permettent pas de s'épanouir, au fait. C'est ce que nous demandons à l'État congolais. Donc, si vous comptez sur le secteur privé, il faut mettre à leur disposition tout le moyen qu'il faut. Les accompagner financièrement, mettre des réformes de loi qui peuvent leur permettre d'accéder facilement à des financements dans les banques privées. Parce que vous n'avez pas répondu à... Au final, c'est la Banque centrale qui finance l'économie du pays. Mais vous n'avez pas répondu. Est-ce que les entrepreneurs, en tant qu'entrepreneurs congolais, est-ce que vous êtes sérieux? Donc, quand on vous donne de marché, on vous donne de travaux à faire, est-ce que vous êtes sérieux? Effectivement, il y a des entrepreneurs qui sont sérieux. C'est un processus. C'est comme ça qu'il y a ce qu'on appelle la passation des marchés publics. Donc, si vous passez par... Donc, toute dépense de l'État au-delà d'un certain montant doit passer par le marché public. C'est-à-dire qu'on lance un appel d'offres et les entrepreneurs répondent. Quand les entrepreneurs répondent, donc, ils sont en mesure de faire ce qu'on leur demande de faire. Maintenant, ils se butent au problème de financement et au problème de conditionnalité, comme j'ai dit. Pour accéder à un marché, il faut avoir une garantie. Une garantie, ça demande le moyen. Le moyen, une garantie bancaire, va vous demander de mettre l'équivalent du montant en compte. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas accès à ce marché-là. Mais si on facilite des petites et moyennes entreprises sérieuses, ceux qui sont capables de répondre à ces offres, il faut répondre à cette offre-là. Il y a beaucoup d'étapes qu'il faut faire. Déjà, si une entreprise arrive à répondre à un appel d'offres, à déposer son offre, c'est-à-dire qu'il est déjà à mesure de réaliser ce dont on a besoin de lui. Alors, mais il se pose des problèmes au niveau d'accès même à ces marchés-là. C'est là où se pose le problème. Alors, les secteurs, les dirigeants préfèrent faire les super séries, donc de chercher les amis, ceux-là qui peuvent les financer autrement, et puis bon. Donc, bref, c'est la corruption. Enfin, bon, c'est qui ça? Monsieur Ben Chabola, je reste toujours dans le même ordre d'idées concernant l'exercice du budget 2021, mais je voulais juste faire un petit survol rapide concernant lorsque vous parliez, vous avez martelé les points sur leadership conscient. Lorsque vous parliez de leadership conscient, à qui faites-vous allusion? Aux entrepreneurs ou au gouvernement? Tous les responsables, donc les cadres responsables qui ont la gestion des entreprises de l'État en leur responsabilité et des privés qui collaborent avec l'État. Donc des gestionnaires, en fait, des entités qui génèrent la croissance économique du pays. Une question subsidiaire, quel est l'apport de manière générale, quel est l'apport des entrepreneurs, que ce soit au Congo ou bien dans d'autres pays, pour le processus de la réalisation du budget? Je venais de le dire tout à l'heure, c'est que chaque entreprise contribue à hauteur de 35% dans la réalisation de son bénéfice. C'est-à-dire qu'à chaque fin de l'année, même le budget actuel a repris pratiquement le recouvrement de toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'ils ont vu, l'année passée, les entreprises ont contribué jusqu'à, je prends un exemple, à 4 milliards. Aujourd'hui, au lieu d'avoir 100 entreprises, nous avons 200, donc il y a possibilité d'avoir 6 milliards. C'est à ce terme-là, donc on fait des projections sur base des activités des entreprises. En fait, ce sont des privés qui, en proportion un peu équilibrée, contribuent au budget de l'État. C'est-à-dire chaque année, l'entreprise réalise un bénéfice et sur ce bénéfice-là, il donne 35% à l'État congolais pour lui permettre de renouveler l'outil de production, donc l'infrastructure, assainir l'environnement et améliorer l'environnement dans lequel il travaille. Donc l'entreprise d'une entité privée contribue à sa manière par les taxes
l'impôt et certaines redevances de l'État que... C'est bien Chabola, en tant qu'économiste, et on a vu ce que fait le Kamba déposer les budgets au moment où on n'a pas même fait la réduction des comptes. Vous, en tant qu'économiste, c'était un processus normal ou bien on a brûlé les étapes? Possible, peut-être que ce sont les circonstances qui leur permettent ça, mais ça c'est un problème sérieux. On ne peut pas aller au-devant sans regarder un peu ce qui s'est passé derrière. C'est-à-dire que... Ça n'a pas été fait, la réduction des comptes. Fait recouvrir des recettes. Donc, c'est une part, comme l'a souligné M. Félix, mais les dépenser, c'est aussi une autre question. Est-ce qu'on a réalisé ce qui a été prévu? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on était en déficit budgétaire ou on était en dépassement budgétaire? En excédent budgétaire, je voulais dire. Ça pouvait intervenir lorsqu'on allait faire la réduction des comptes. Réduction de comptes, on ne sait pas si le gouvernement a réalisé ce qui a été prévu ou bien il était en excès ou en deçà de ce budget-là. S'il y avait l'excédent budgétaire, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent-là? Et si on était en deçà, ce qui a été prévu, qu'est-ce qu'on en avait fait? Ça, c'est un problème vraiment majeur. Il faut passer par la réduction de comptes pour savoir ce qu'on a fait. Mais malheureusement, personne n'en parle. Bon, même le budget lui-même, c'est un instrument capital pour un gouvernement, pour l'État. Mais le commun des mortels préfère marcher pour Minembwe, préfère marcher pour des problèmes politiques. Mais pourtant, si on vote un budget aujourd'hui, vous fonctionnaires de l'État, vous devez savoir votre salaire aujourd'hui. Et vous verrez si votre condition de vie est améliorée par rapport à votre salaire. Donc l'année passée, tu avais $100. Cette année, tu as $80 par rapport au budget. Parce que tu ne vas pas revendiquer après. Ah oui. Dès lors que le budget est voté, c'est fini. 6 mois après, vous verrez les médecins sur la rue pour dire que non, il faut améliorer. Non, c'est le moment qu'il faut améliorer. Je vais vous donner un exemple simple. C'est quoi, en 2017 ou en 2018? Le budget est passé à l'Assemblée nationale et est arrivé au niveau du Sénat, c'est passé. Arrivé à la présidence, l'ancien président avait refusé. Il a retourné pour dire que non, moi je suis en guerre avec la M23. Avec un budget de 9 milliards, je ne saurais pas faire la guerre. Ce que vous avez donné comme moyen pour faire la guerre, je ne saurais pas. Je retourne, améliorez-moi ça, donnez-moi le moyen possible pour que je fasse la guerre. Et le budget a quitté de 9 milliards à 11 milliards. Et nous avons vu ce qui est devenu la M23. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Parce qu'on lui a donné le moyen qu'il faut. C'est-à-dire la réduction des comptes est très importante pour nous permettre de voir d'où nous venons, où nous allons. Il ne faut pas voter du budget en budget sans savoir ce que nous en faisons. C'est très important parce que même dans le cadre des vols là, dont on parle là, on dit que le budget sera à 7 milliards. Mais si nous réalisons 10 milliards, qui le saura? Et les 3 milliards, là, va aller où? Est-ce qu'on a prévu ça? Le budget est en équilibre, en recettes et en dépenses. OK? Donc, ce que nous allons récolter, donc, si nous récoltons $1000, nous allons dépenser $1000. Et si nous récoltons 10 milliards, les 3 milliards, là, on va faire quoi? Ils sont à mesure de nous dire que nous avons fait un dépassement du budgétaire, voilà le trop-plein, nous en avons fait ça. C'est pratiquement difficile. C'est là où la population, la question budgétaire devait intéresser tout le monde. Mais curieusement, ça passe. Si vous demandez, vous faites votre interview sur la rue, demandez si les gens sont au courant qu'on a déposé le budget. Ils ne sont même pas au courant. Mais ça leur impacte dans toute leur vie. Toute l'année. Que ce soit les fonctionnaires et tous les collaborateurs de l'État, ils sont impactés par rapport à ce budget-là. Mais personne n'en parle. Pourtant, c'est un outil de gestion très important de l'État. C'est là où nous voyons si notre vie va s'améliorer ou pas. Si notre condition va s'améliorer ou pas. Au niveau du budget, déjà, on peut le comprendre. Moi, si vous voulez mon avis, moi, je sais que déjà, quand vous m'avez demandé si ce budget est réaliste ou peut-être conséquent, il n'est pas conséquent, donc je n'espère pas grand-chose. Si je peux demander au chef de l'État actuellement de retourner ce budget-là pour faire mieux. Il y a possibilité de faire mieux. 7 milliards, c'est réaliste, mais ce n'est pas conséquent. On peut faire mieux en mettant
un leadership conscient en place, des gens qui sont conscientisés, qui savent ce qu'ils doivent faire. Hein, ils sont responsables. Ça, c'est de un. Combattant la corruption. Très sérieusement, ce n'est pas à écrire ça au mur, dans les pancartes, comme nous voyons à l'aéroport, DGDA, lutte contre. Ce n'est pas ça, c'est dans l'action. Il faut passer à l'action. Il faut passer en action. Il faut sanctionner, comme déjà les chefs de l'État avaient déjà lancé cet appel-là. C'est un appel qu'il a fait. En fait, il nous a donné déjà le ton. Déjà au niveau, il a sanctionné. Alors, il faudrait que ça puisse suivre. Mais c'est Ben Chamola, j'ai aussi vous avez épinglé les points de construction des sauts de moutons. L'argent devrait être aussi dans notre secteur pour permettre, c'est pour permettre au budget plutôt de la RDC de pouvoir s'envoler, de pouvoir prendre de l'envol. Tout à fait. Alors, vous, en tant qu'économiste, s'il faut remédier, oui, le gouvernement peut travailler dans quel secteur pour pouvoir donner un coup de pouce au budget de la République démocratique du Congo? Il y a le secteur de l'agriculture qui est vraiment le moteur de développement. Si aujourd'hui nous nous autosuffisons déjà, nous allons épargner beaucoup de devises qui traversent les frontières juste pour nous acheter le sucre, le sel, les choses que nous pouvons produire de nous-mêmes ici. Déjà dans le secteur agricole, si on arrive à redémarrer avec Kanyama KCC, on arrive à redémarrer avec Bukangalonzo, on arrive des secteurs qui peuvent produire le bien de première nécessité, afin que nous puissions pas recourir à l'importation. Il faut encourager les mamans maraîchères que nous négligeons ici. Chaque fois quand je suis sur les autoroutes, je vois des camions venir de l'intérieur, ramener la production au point de consommation. Mais il faut améliorer ces infrastructures-là pour permettre à ce que relier le point de production au point de consommation. Quand tu vas dans le Bas-Congo, là, Congo central, tu vas trouver que les mamans produisent, mais parfois leurs produits pourrissent là-bas parce qu'ils ne savent pas comment écouler ça. Alors, c'est ces secteurs-là qu'il faut mettre beaucoup de moyens. Ce n'est pas le diamant, ce n'est pas les grandes industries. Sans les ignorer, ça c'est aussi un secteur important, mais le développement peut démarrer avec l'agriculture seulement. Alors nous sommes presque à la fin. Dans quelques minutes, nous voulons aborder le sujet le 31 de chaque mois d'octobre. Le monde entier célèbre la journée internationale de l'épargne. Comment épargner? Vous êtes économiste, entrepreneur. Aujourd'hui, nous vivons dans un pays, parce qu'on parle du budget, vous avez justement, il y a soulevé la question que cette population qui ne sait pas même si on a déposé le budget ou leur vie quotidienne et comment chaque jour, mais dans chaque tête au monde de l'homme, il y a ceux qui veulent épargner compte tenu de leurs revenus et ceux qui ne veulent pas aussi le faire compte tenu peut-être des accusations de certaines banques ou de certaines places qui ne sont pas de fois sincères quand on épargne. Est-ce que la journée internationale de l'épargne, est-ce que c'est quelque chose de bon pour épargner? C'est l'idéal même. Mais je me plains qu'en tant que consommateur, en tant qu'entrepreneur, en tant que Congolais, dans l'environnement dans lequel nous sommes, l'épargne, c'est le revenu moins consommation. C'est-à-dire que quand tu as un revenu, après avoir tout dépensé, il te reste quelque chose. C'est ce qui est l'épargne. Tu mets ça à côté, tu peux garder ça par des petites... la banque, les États, les microfinances et tout ça, tu peux garder ça. D'une part, est-ce que nous avons l'épargne au Congo? C'est ça la question. Nous consommons plus que ce que nous avons déjà. Tu as un salaire de $100, mais tu arrives à consommer 200. Par quel miracle, on ne sait pas. Il y a des contributions par-ci, par-là. Donc, l'épargne n'existe pas au Congo. D'une part. De l'autre part, pour les peu qui arrivent à épargner, déjà, la banque ne donne pas des intérêts bénéficiaires sur ces épargnes-là. C'est curieux, quand tu mets l'argent dans un compte en banque,
on ne te donne pas les intérêts. Par conséquent, on te prend les frais de gestion, les frais de retrait et tout ça. Ah oui. Voilà dans quel environnement où nous sommes. C'est-à-dire que non seulement qu'il n'y a même pas d'épargne, mais les peu qui épargnent ne sont pas encouragés. Ils ne sont pas encouragés. Par conséquent, il n'y a pas de développement. Je vais vous donner une petite expérience que j'ai vécue en Chine. Nous sommes presque à la fin. J'ai visité une petite usine de fabrication c'est quoi encore? Le chaud. Le chaud, on fait de trucs ici. Ouais. J'ai visité. Ce monsieur-là, il a une usine qui a pratiquement $5 000 par jour des entrées. Il dort dans cette petite usine-là. Il a son potager, il mange là. Il a tout ce qu'il faut pour vivre. Et tu vois son train de vie par rapport à ses recettes, tu te dis que non, celui-ci, waouh, doit avoir un épargne. Et effectivement, avec ce monsieur-là, chaque jour, il a $5 000, donc par mois, il peut avoir déjà 150 000 $. Et tu vois sa vie, il a une maison, juste une petite voiture, et il vit décemment, donc il peut épargner pratiquement 30 000. Un seul Chinois, mais ils sont très nombreux. Et c'est comme ça que la Chine est forte, parce qu'il y a l'épargne existe et l'État chinois est très fort parce qu'il a le moyen conséquent. Alors, Alphonse Bassakissa, vous allez poser la dernière question à M. Ben Chabola, parce que nous sommes presque à la fin. Merci beaucoup, M. Ben Chabola. Ma toute dernière question par rapport à la journée d'aujourd'hui. Que dites-vous à ceux-là qui disent qu'ils n'ont épargné de l'argent, c'est rendre la monnaie stérile? Mais vous avez vu que épargner l'argent, c'est des revenus moins la consommation. En RDC, on a constaté que non, les Congolais n'arrivent pas à épargner l'argent, vu que les banques aussi ne favorisent pas la tâche aux Congolaises et Congolais. Alors, par rapport à cette question, épargner l'argent mène le développement ou bien l'argent devient stérile, ne produit absolument rien? Ça dépend de l'environnement. Ailleurs, quand tu épargnes ton argent, en tout cas, ça ramène au développement. Mais dans notre environnement actuellement, en tout cas, c'est vraiment... Je viens de vous donner une illustration tout à l'heure ici. Qui finance l'économie du pays? Mais ce sont les épargnants dont la Banque centrale organise et garant, en fait. Ce sont les épargnants. C'est-à-dire que dès lors que toi tu épargnes, moi j'épargne, lui épargne. C'est avec cet argent que notre frère qui a un projet va à la banque prendre cet argent pour travailler avec. C'est-à-dire la RDC elle-même était consciente par rapport au système de l'épargne. Tout à fait, tout à fait. Parce que le système bancaire lui-même ne fonctionne pas correctement. La Banque centrale est là, bien sûr, mais elle ne joue pas aussi son rôle comme il faut. Par conséquent, l'épargne, si quelqu'un épargne, il regrette même d'avoir épargné. Par conséquent, nous pouvons aussi avoir un budget conséquent. Tout à fait. Ça part de là. Ça part du coup de l'épargne, en fait. Même le budget, là, ça part de l'épargne. Parce que l'activité, on finance l'activité et l'économie du pays avec les épargnes. Alors, le tien n'a pas, donc c'est difficile. L'État recourt à des moyens peu orthodoxes pour avoir le... Ben Chabola, nous sommes presque à la fin de notre magazine face à la rédaction. Vous allez regarder votre caméra, comme c'est la journée internationale de l'épargne. Est-ce qu'il y a un message clé que vous pouvez lancer à ces Congolais qui vous regardent, et qui peut-être font de petits commerces mais n'arrivent pas à épargner, qui peut-être travaillent mais leurs revenus n'arrivent pas à les mettre d'accord pour mettre quelque chose et aussi s'investir comme vous l'avez fait en tant qu'entrepreneur? Je m'adresse à mes compatriotes et à mes collègues entrepreneurs et gestionnaires pour dire que c'est l'épargne qui élève une nation. C'est-à-dire à partir de l'épargne qu'on peut développer un pays. On met à la disposition de l'homme économe sur le moyen de sa politique pour entreprendre. C'est le travail qui anoblit. C'est en travaillant qu'on devient riche, c'est en travaillant qu'on développe le pays, c'est en travaillant qu'on améliore les conditions de vie et celles de nos familles. Il est difficile dans notre environnement d'épargner, mais je vous demande de faire un effort
ne serait-ce un sacrifice, parce que dans notre pays, c'est bon, épargner, c'est un sacrifice, d'y arriver. Ne serait-ce un petit rien, mettez à côté, ça va vous aider dans les moments difficiles. Au gouvernement, je demande à ce qu'il y ait un encadrement particulier par rapport aux épargnants. C'est-à-dire que les banques doivent rémunérer ceux-là qui mettent leur argent à côté dans leur compte. Et par rapport au budget, moi je me dis que le budget est réaliste en recettes et en dépenses, mais il n'est pas conséquent par rapport aux ambitions. Le président de la République a le devoir d'améliorer pour espérer, escompter les promesses, réaliser les promesses qu'il a faites à la population. C'est à travers le budget de l'État qu'on peut comprendre qu'il est à mesure de réaliser ses promesses et être à la hauteur de ses ambitions par rapport à notre pays. Merci beaucoup Ben Chabola. Je rappelle, vous êtes économiste, STRiste et en même temps entrepreneur congolais. Merci d'accepter notre invitation. C'est à moi de vous remercier pour votre invitation et pour nous avoir fait confiance. Alors, merci aussi à Arfan Bassakissa de m'accompagner cette soirée dans cette émission Face à la rédaction. Le plaisir est partagé, Félix Etcham. Alors, merci à vous tous qui nous ont suivis de partout en République démocratique du Congo. Dites un grand merci à Serge Kaniki et aussi à Jean-Si Diatezo et Neka Bambra qui ont fait le plaisir de nous faire ce beau plateau de cette émission Face à la rédaction. Merci, on vous fixe un rendez-vous, c'est bien dans notre édition spéciale, c'est bien la semaine prochaine. Si c'est quelle question qui va intervenir, je ne sais pas s'il y a la politique ou l'économie ou bien toujours de questions sociétales. Mais merci à vous et restez branchés à notre programme sur la télé autrement. C'est bien, Amen Télévision. Merci, au revoir.